On est le jeudi 3 avril, voici les principaux titres de cette édition. À la une dans l'actualité nationale, un sommet fraternel pour la stabilité et la coopération entre la République de Djibouti et la République fédérale de la Somalie. Toujours dans l'actualité nationale, l'atelier qui trace le nouveau visage de l'administration lors de la réinvention de la bonne gouvernance publique qui s'est tenue au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, Donald Trump donne le temps concernant les droits des douanes. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, je vous le disais, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu hier après-midi au Palais de la République son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud en visite de travail de 24 heures à Djibouti. L'audience entre le président Guillet, président en exercice de l'IGAD, et M. Hassan Sheikh Mohamud a servi d'emblée d'occasion à l'évocation des relations bilatérales entre les deux pays, aux liens étroits tissés par le fil de l'histoire et de la proximité culturelle et linguistique et par la proximité géographique. Les entretiens ont ensuite porté sur l'évolution de la situation en Somalie, notamment sur l'état d'avancement de ces pays frères en matière de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes établies sur toute l'étendue de son territoire. Il y a lieu de préciser que, sous l'égide de son premier magistrat, son Excellence Ismaël Merguele, la République de Djibouti n'a cessé d'œuvrer en permanence en faveur de la paix et de la stabilité et de la reconstruction économique de la nation sœur somalienne. Outre les questions bilatérales, les discussions entre les deux chefs d'État ont donné étendue également à plusieurs autres sujets d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples, et relevant aussi bien des dossiers à l'ordre du jour dans la région, dans le continent et sur le plan international. Lors de cette rencontre avec le président Guélé, M. Hassan Sheikh Mohamud était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant entre autres le ministre somalien de la Justice Hassan Ma'alin et l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie auprès de la République de Djibouti. Côté djiboutien, outre le nouveau ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar, c'est le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine, ont pris part à cet événement. Puis après, le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, a quitté Djibouti aujourd'hui après une visite de travail de 24 heures. Lors de son départ, il a été accompagné par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, qui a marqué ainsi la fin de cette mission diplomatique de courte durée. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des contacts et consultations périodiques entre les deux pays, a permis de renforcer davantage les relations bilatérales déjà solides entre Djibouti et la République fédérale de la Somalie. Les deux pays partagent des liens séculaires nourris par leur proximité géographique, culturelle et linguistique, et cette visite a confirmé l'engagement constant de Djibouti en faveur de la stabilisation et de la reconstruction économique de la République fédérale de la Somalie. Autre actualité nationale, je vous le disais dans le titre, initiative saluée par les participants comme une étape cruciale dans la quête d'une gestion publique plus transparente, efficiente et durable. Présidé par le ministre tutelle, cet événement a réuni un parterre de décideurs et experts issus des sphères institutionnelles et économiques, des représentants des comités d'administration et des acteurs clés de la gouvernance publique. Ensemble, ils ont exploré les leviers essentiels pour moderniser et optimiser la gestion des entités publiques. Durant 3 jours, l'atelier s'inscrit dans une démarche ambitieuse visant à renforcer les capacités des cadres, dirigeants et à promouvoir des pratiques exemplaires au sein des institutions étatiques. Les intervenants ont souligné que la bonne gouvernance ne se limite pas à une simple obligation morale, mais constitue un impératif stratégique pour garantir la pérennité et la compétitivité des entreprises publiques. Ces derniers, souvent perçus comme des moteurs de développement économique, doivent être gérés avec rigueur afin de maximiser leur impact sur la prospérité nationale. Les participants ont partagé leur expérience et réflexions sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les établissements publics, notamment en matière de reddition des comptes et de gestion des risques. Un accent en particulier a été mis sur l'importance de l'innovation dans les processus administratifs. Rappelons que dans un monde où les technologies numériques redéfinissent les standards de gouvernance, il est essentiel que les institutions publiques adoptent des outils modernes permettant une meilleure
traçabilité des décisions et une conscience plus rationnelle des ressources. Au-delà des discours, il s'agit désormais de traduire ces engagements en actions concrètes. Les participants ont convenu de la nécessité d'établir un cadre à suivi rigoureux pour évaluer le progrès réalisé et identifier les domaines nécessitant des ajustements. Eh bien, aujourd'hui, cet événement témoigne de la volonté politique de Djibouti de faire de la bonne gouvernance un pilier de son développement économique et social. Eh bien, l'atelier que je vous disais marque une étape significative dans les efforts déployés par Djibouti pour aligner ses pratiques de gouvernance sur les standards internationaux. Écoutons-le. 3 jours d'atelier qui ont été clôturés aujourd'hui sous l'égide de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Tout simplement marque le nouveau pas de l'État stratège qui marque tout simplement une approche différente de l'État qui se met en termes de rationalisation des ressources, d'utilisation des ressources en vue d'un meilleur impact pour les usagers et tous les citoyens et citoyennes djiboutiennes. Ça a été rappelé par Monsieur le ministre. Et de ce fait, si ces ateliers se clôt aujourd'hui, demain, en fait, commence l'établissement du CEP et de la manière dont l'État opérationnalise son pilotage. Et c'était, je pense, l'objectif de ces 3 journées, d'exposer, de discuter avec les présidents de conseil d'administration, les membres des conseils d'administration et de la direction des établissements et des entreprises publiques, les exposer leur rôle du CEP, qu'ils comprennent et qu'ils puissent également dialoguer quant aux attentes qu'ils expriment par rapport à cette institution qui se lance aujourd'hui pleinement. Écoutons à présent le secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État, M. Eid Ahmed. Atelier de sensibilisation sur la bonne gouvernance des entreprises et des établissements publics. Il y a eu un cadre de réforme qui a été engagé depuis ces 10 dernières années. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, je voulais tout d'abord remercier tous les participants, qu'il s'agisse des présidents de conseils d'administration ou des directeurs généraux qui ont pris le temps, malgré leurs obligations professionnelles et les difficultés que nous avons pour tous, d'avoir pris le temps de venir, de s'informer, de débattre avec nous. Donc, pour résumer assez rapidement, le bilan, c'est une meilleure compréhension du rôle de l'État actionnaire au sein des conseils d'administration. Quel est le rôle de l'État? Pourquoi l'État intervient en tant qu'actionnaire au sein des entreprises et des établissements publics? Il y a eu des incompréhensions qui existaient. Aujourd'hui, il y a une meilleure compréhension, nous n'avons plus de débattre, mais c'est un processus qui va se dérouler sur le temps. Ça ne va pas être fait du jour au lendemain. Donc, on aura l'occasion de se revoir, je leur ai dit, et le ministre de l'Économie et des Finances, qui également porte la dénomination de ministre en charge du portefeuille, représentant l'État actionnaire, a expliqué quels étaient les objectifs stratégiques de l'État actionnaire. Pourquoi il a aujourd'hui créé le secrétariat exécutif, notamment pour rehausser la gestion de ses actifs, c'est-à-dire les intérêts patrimoniaux, l'État étant propriétaire. Nous avons l'occasion d'aller plus dans le détail. Un certain nombre d'outils, qu'on appelle cela des supports, d'informations ont été communiquées. Et surtout, je tenais à remercier d'abord l'Agence française de développement qui nous a permis d'avoir un financement et de nous faire accompagner par le cabinet Sodali & Co. Vous avez pu interviewer le directeur général, le manager général de ce cabinet international de renom et spécialisé dans la gouvernance des entreprises publiques depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, ça sera un accompagnement tout au long, mais surtout, c'est que le secrétaire exécutif qui incarne l'État actionnaire et qui incarne seul l'État actionnaire supervise et pilote les stratégies de l'État actionnaire. Nous allons nous retrouver avec ces établissements et ces entreprises publiques, présidents de conseil d'administration, pour qu'ils puissent se conformer, ainsi que les directeurs généraux. Et cette réforme, ça sera sur plusieurs années. Voilà à peu près ce que je pouvais dire de ces 3 journées. Et le ministre de l'Économie, vous avez pu enregistrer ses propos, à parler de la réforme, les difficultés qui ont été pour monter ce secrétariat. Et surtout, nous avons beaucoup d'espoir d'avoir une meilleure collaboration aujourd'hui. Eh bien, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussdawale, a souligné avec force l'importance capitale d'une telle initiative pour le développement durable du pays. En renforçant la gouvernance au sein de nos entreprises publiques, nous jetons les bases d'une économie plus résiliente, plus inclusive et davantage tournée vers l'avenir, a-t-il déclaré avec une conviction qui a marqué les esprits. Écoutons-le. Il y a 25 ans, nous étions à un PIB de X. Aujourd'hui, nous sommes en 20 ans, le PIB a été multiplié par 5 ou 6. 4 ou 5.
En termes de ressources, ce que nous étions ou ce que nous avions de cette époque ne correspond pas. Nos réglementations, nos textes, la façon de faire, on ne peut pas rester sur comment nous travaillons. Mais en plus, le temps est en train de changer rapidement. La dynamique est beaucoup plus soutenue. Et ce n'est plus possible de rester sur donc le terrain de 3e division sur lequel nous avons joué il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Il va falloir que nous remettions en cause. Moi, par exemple, je ne vous cache pas, m'a dit l'essai, ADDS doit passer, entre autres, est-ce que ADDS peut faire autre chose? ADDS est venu de la fusion de ADTIP et de Fonds social. À l'époque où il y avait un ajustement structurel. Et donc où il y avait une fragilité dans les différents départements ministériels, où il fallait consolider, rationaliser les ressources pour mieux impacter la vie socio-économique de nos compatriotes. Le travail a été réussi. Mais est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de la mission que ADDS avait jusqu'au jour d'aujourd'hui pour servir mieux la population et nos compatriotes? Moi, j'estime que non. ADDS peut faire autre chose. Mais quelle autre chose? C'est ça sur lequel on est en train de... Donc, chaque entreprise va voir son profil, ses missions modifiées. Pourquoi? Parce que les ministères ont plus de capacités aujourd'hui. À l'époque, les logements sociaux ou les activités urbaines et autres, c'était fait par ADDS. Aujourd'hui, le ministère de la Ville a toute capacité d'exécuter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque établissement public fera l'objet d'une analyse critique, d'une analyse stratégique pour remettre un peu... Nécessairement, il y aura des EPA qui vont être fusionnés également. Nécessairement, il y aura des EPA qui vont repartir vers l'administration. Moi, je n'aime pas la langue de bois. Mais l'idée, c'est vraiment que nous puissions servir nos populations et répondre aux impératifs de la conjoncture qui n'est pas facile pour tout le monde. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre des efforts nationaux visant à lutter contre l'immigration irrégulière et à garantir la sécurité ainsi que l'ordre public. Il est demandé à tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, de quitter volontairement et pacifiquement le pays dans un délai d'1 mois à compter d'aujourd'hui. Telle est la déclaration du ministre de l'Intérieur que je vous propose d'écouter. Dans le cadre des efforts nationaux visant à lutter contre l'immigration irrégulière et à garantir la sécurité ainsi que l'ordre public, il est demandé à tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, de quitter volontairement et pacifiquement le pays dans un délai d'1 mois à compter d'aujourd'hui. À l'issue de cette période, les forces de sécurité seront pleinement mobilisées pour mener des opérations de contrôle, d'interpellation et de reconduite aux frontières. Ces opérations se dérouleront avec fermeté afin d'assurer le respect des lois en vigueur et de préserver la stabilité nationale. L'exécution de ces opérations relève exclusivement des forces de sécurité nationale. Il est strictement interdit à tout citoyen ou résident de se substituer aux forces de l'ordre ou de prendre des initiatives personnelles à l'encontre des étrangers concernés.
toute tentative d'agression, d'acte de violence ou d'harcèlement à leur encontre constituera une infraction passible de poursuite judiciaire. Les auteurs de tels actes seront traduits en justice et sanctionnés conformément aux lois en vigueur. L'État demeure le seul garant de l'application des procédures légales et de l'exécution des décisions prises dans ce cadre. Il est demandé à l'ensemble de la population de respecter ces mesures et de coopérer pleinement avec les autorités compétentes afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Toute tentative d'entrave aux directives édictées exposera aux contrevenants à des sanctions. L'État réaffirme son engagement à faire respecter la loi avec fermeté, tout en garantissant l'ordre public et la sécurité de tous. Direction le sud du pays, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion des déchets dans les différents quartiers de la région de Dikil, la préfecture et le conseil régional de Dikil, en collaboration avec l'association L'éveil de Hokkar, ont organisé une réunion de sensibilisation à l'attention des citoyens et des acteurs locaux. Était présent le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, le président de l'association d'éveil Hokkar, ainsi que les habitants du quartier Gami. Cet événement, qui avait pour objectif de présenter les enjeux de la gestion des déchets dans la région et d'encourager une prise de conscience collective sur l'importance d'une gestion responsable des déchets au sein des quartiers du Dikil. La réunion a permis de discuter des solutions pratiques, des moyens à mettre en œuvre pour réduire l'impact environnemental, des bonnes pratiques et adopter dans la gestion des déchets domestiques. Les participants ont eu l'opportunité de poser leurs questions et de partager leurs préoccupations afin de favoriser un dialogue constructif sur ces sujets cruciaux. L'organisation qui ont contribué à la réussite de cette réunion et appelle à la mobilisation de tous pour la réussite de ce projet essentiel à la préservation de l'eau au cadre de vie, ont-ils déclaré. Eh bien, les autorités locales ont exprimé leur engagement à soutenir cette initiative et à travailler ensemble pour améliorer, ont-ils dit, les conditions de vie des habitants tout en préservant l'environnement. Cadre de la sensibilisation à la propriété. Comme vous le savez, nous avons voulu lancer une campagne de sensibilisation avec l'association Éveil porteur du projet. Nous avons créé une agence de voirie de Dikil, équipée par un projet en collaboration avec l'association Éveil, un projet qui a été financé par l'AFD. Donc nous voulons vous sensibiliser sur la gestion de la voirie. Nous avons acheté 12 béjages dans lesquels chaque quartier aura un béjage qui va collecter porte à porte les déchets. Donc nous voulons à ce que toute la population, tous les habitants de ce quartier, Gami et Harou, puissent participer à cet effort collectivement pour que la ville de Dikil soit propre. Comme vous avez déjà vu, toutes les routes ont été construites. Donc il faut qu'on puisse embellir la ville tout entière. Et dans ce cadre-là, que nous sollicitons que ce soit les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde, à ce qu'on puisse participer à cet effort pour rendre notre ville très très propre. Je profite de l'occasion pour remercier les responsables qui sont ici présents, à savoir le président de l'association Éveil, le président et conseiller Abdelrahman Younis Aré, le médecin-chef, toutes les personnes qui sont ici, les jeunes, responsables de la jeunesse et tout le monde, pour vous dire merci d'avoir bien voulu être à nos côtés. Direction le Proche-Orient, où plusieurs personnes ont été tuées lors d'attaques israéliennes contre Gaza.
hier soir, après que des sources médicales de Gaza ont indiqué qu'au moins 80 Palestiniens avaient péri dans des frappes menées depuis l'aube de mercredi. La nouvelle offensive israélienne contre l'enclave depuis le 18 mars dernier s'inscrit dans le cadre d'une campagne de pression maximale visant à contraindre la résistance du Hamas à renégocier l'accord du cessez-le-feu conclu en janvier. La proposition initiale des médiateurs prévoyait la libération par la résistance du Hamas de 5 otages dans un délai de 50 jours en échange des 150 prisonniers palestiniens, dont 150 condamnés à perpétuité et 2000 détenus à Gaza. Israël a cependant répliqué en demandant la libération de 10 otages dès les premiers jours d'une trêve de 40 jours. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le président américain a annoncé hier qu'il imposerait des droits des douanes d'au moins 10% sur toutes les importations aux États-Unis, avec des taux plus élevés pour des dizaines de pays, dont ceux de l'Union européenne à 20% et la Chine à 34%. Pour la presse européenne, les dégâts économiques seront lourds. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.